cette tendance du gain de place en s'engageant de plus en plus dans les réformes. Ces résultats obtenus grâce aux réformes entreprises sont jugés satisfaisants, selon le ministre porte-parole du gouvernement. Toutefois, il précise que cette progression ne concerne que le programme microéconomie. Il y a 9 mesures importantes parmi ces 25 qui sont les mesures qu'il faut absolument prendre en charge pour améliorer notre classement qui, je le rappelle, porte sur un objectif d'intégrer progressivement le top 100. Des dates ont été arrêtées, des engagements consignés de la part de l'ensemble des administrations et d'autres personnes qui sont engagées, les notaires et les autres réseaux qui contribuent à la mise en œuvre de la classification ou du classement Doing Business. Encore une fois, ce qui est important, c'est de comprendre que ces réformes du Doing Business portent sur le niveau micro de la vie économique, mais le Sénégal est un pays totalement engagé dans les réformes. Le Sénégal, parmi les pays les plus réformateurs du monde, ceci pour redresser l'économie du pays. Et pour y arriver, les autorités ont arrêté des dates, invitant tous les services concernés à plus de rigueur. Et nous changeons de registre. Le dialogue interreligieux au Sénégal a fait ce mardi l'objet de réflexions par Osiwa. Objectif, approfondir la compréhension de déterminants majeurs de l'harmonie interconfessionnelle dans le pays. L'expérience du Sénégal, citée en exemple en raison d'une parfaite coexistence entre les différentes confessions religieuses, pourrait servir de modèle à d'autres pays qui sont en conflit interreligieux, mais aussi aider à barrer la route à l'extrémisme grandissant en Afrique, nous dit Lustina Sagna. La crise casamançaise, je pense que les nouvelles autorités vont nous aider, gambiennes, vont nous aider sérieusement à trouver une solution. Nous sommes sûrs que non seulement le Sénégal, mais toute la CEDEAO, pour ne pas dire toute l'Afrique et le reste du monde, vont aider ce pays-là qui a besoin d'être aidé. Donc nous nous réjouissons de ça et très bientôt, en délégation, nous irons voir le nouveau président gambien pour lui dire que nous sommes là. S'il a besoin que des gens de la région puissent accompagner quelque action que ce soit, ben nous le ferons avec beaucoup de plaisir. Vous venez de suivre Pierre Goudiaby Atepa qui revenait sur la médiation de la CEDEAO pour une sortie de crise en Gambie. Et le dialogue interreligieux au Sénégal a fait ce mardi l'objet de réflexions par Osiwa. Objectif, approfondir la compréhension des déterminants majeurs de l'harmonie interconfessionnelle dans le pays. L'expérience du Sénégal, citée en exemple en raison d'une parfaite coexistence entre les différentes confessions religieuses, pourrait servir de modèle à d'autres pays qui sont en conflit, nous dit Lustina Sagna. En marge de la Semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle célébrée chaque année durant la première semaine du mois de février, Osiwa propose de décortiquer le dialogue interreligieux au Sénégal. L'idée est de faire en sorte que la parfaite coexistence entre différentes confessions religieuses au Sénégal serve de modèle à d'autres pays en Afrique de l'Ouest. Il est indispensable dans toute société humaine, quelle qu'elle soit, que les gens, les composantes de cette société, régulièrement se rencontrent pour échanger, se découvrir, mieux se connaître, pour se respecter, s'apprécier et avancer. Si nous ne faisons pas régulièrement ce genre de réunion, nous allons nous perdre de vue. Si nous perdons de vue, les hommes de Satan qui sont sur les 5 continents, il y en a, vont mélanger, brouiller nos esprits et nous amener à la casse. Osiwa envisage de contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au moment où des fils du pays sont cités dans des zones dites de terrorisme, et cela s'explique par la diversité des offres, écoles publiques, écoles privées catholiques, écoles islamiques, écoles turques, écoles chiites, écoles salafistes. C'est plusieurs offres pour le même citoyen. Ça veut dire qu'on va avoir une diversité de citoyens qui, en devenant grands, vont regarder vers là où regardent leur maître et ne regardent pas vers là où regardent leur pays. Le deuxième élément de mon point de vue, c'est au niveau des foyers religieux. Je crois que les foyers religieux ne doivent pas se limiter à dire que nous sommes des remparts contre le terrorisme, nous sommes les remparts contre le radicalisme, en oubliant que le discours radical puise
dans la religion. Ce panel est donc une plateforme d'échange d'expériences sénégalaises en matière de dialogue interreligieux grâce à un recueil de témoignages d'actes concrets qui sont posés dans ce sens. Il devrait aussi permettre d'identifier les défis qui demeurent à relever pour la consolidation de cette harmonie interconfessionnelle au Sénégal. Je vous l'annonçais en titre, l'anniversaire du rappel à Dieu de Cheikh Anta Diop commémoré ce 7 février. Cet historien a permis au continent noir de mesurer son poids dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, sa pensée est enseignée au département d'histoire de l'Université de Dakar. Cependant, bon nombre d'étudiants méconnaissent les travaux de Cheikh Anta. Toutefois, certains d'entre eux s'accordent sur le fait que ce scientifique est un modèle pour la jeune génération. Un sujet de Abdoulaye Ndiaye. Bon nombre de Sénégalais, en particulier des étudiants, ne connaissent pas grand-chose de Cheikh Anta Diop. Qui était l'homme? Certains répondent que c'est le parrain de l'UCAD, d'autres disent que c'est un historien et un scientifique. Des réponses qui s'avèrent être vraies, mais sans tout insuffisantes. Ce qui m'a plus marqué chez Cheikh Anta Diop, c'est qu'il a été le premier Africain à découvrir le carbone 14. Et que c'est grâce à lui qu'on a cette université aujourd'hui. Oui. Ces œuvres qu'il a eu à faire, c'est surtout dans des recherches scientifiques, approuvées, connues par tout le monde. C'est surtout quand il a fait des recherches sur l'égyptologie en montrant que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il a écrit Civilisation ou Barbarie, Nation et Culture. Donc dans Nation et Culture, il a tant parlé du développement ou bien des paramètres dans lesquels les Africains doivent passer pour franchir cette étape dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire l'impasse dans laquelle les Africains sont. Cela fait 31 ans que Cheikh Anta Diop a quitté ce bas monde. Toute sa vie durant, il a marqué son temps et son œuvre reste immortelle. Parce que l'université même ne porte pas son nom annexe ni îlot. Parce que si l'université porte le nom de quelqu'un, à savoir que celui-là est quelqu'un de multidimensionnel. Donc, ce que les étudiants doivent faire, c'est de s'inspirer de ces œuvres, oui, pour qu'ils puissent aussi, eux aussi, prendre la relève. Donc, un personnage que tous les Africains devaient copier, parce qu'il a tant œuvré pour l'Afrique, il a tant œuvré pour l'unité de l'Afrique. Né en 1923 à Tietou, c'est dans la région du Diourbel. Cheikh Anta Diop est décédé en 1986 à Dakar. Cet homme laisse un legs important aux générations futures. Les étudiants sont ainsi appelés à pérenniser et à s'inspirer de ses œuvres. Nous en venons au chapitre politique. Le camp de la majorité est en train de faire une campagne déguisée à quelques mois des législatives. C'est du moins l'avis du responsable libéral Gallotal. Le responsable apériste Seydou Nourou Kane minimise cette assertion. Il estime que l'adversaire est dans un rêve légitime en pensant à imposer au pouvoir une cohabitation lors des prochaines élections. Pour le politologue Abdoulaye Mbow, il y va à travers ces élections de l'intérêt de l'opposition de s'activer. Elhadj Moussa Bey nous en dit plus. À 5 mois des élections législatives, les politiques affûtent leurs armes et gagnent le terrain. Fait patent noté dans le camp de la majorité, ce qui pousse le responsable libéral à souligner une campagne déguisée. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, on a un président qui a commencé à préparer son deuxième mandat dès son accession à la magistrature suprême. Ça se comprend, c'est une campagne déguisée, mais il ne perd rien à attendre parce que nous aussi, comme nous sommes en train de faire des tournées, de remobiliser nos troupes. La thèse est confortée par cet observateur. Sur un côté, vous avez vu les conseils des ministres décentralisés, vous avez vu les visites économiques effectuées par le président dans certaines régions du Sénégal ou dans la quasi-totalité des régions du Sénégal. Mais au-delà du fait institutionnel, mais il y a forcément une chose politique. Qui connaît Macky Sall, c'est pertinemment qu'il est un fait politique. Malgré le constat, le parti au pouvoir justifie l'action de la majorité. Ils sont dans la constance. Parce qu'ils l'ont toujours dit, oui, le président de la République fait une campagne déguisée, même sans enjeu électoral. Parce qu'il n'y avait pas d'élection il y a 2 ans, 3 ans. Mais à chaque fois que le président sortait, même pour inaugurer, n'est-ce pas, une infrastructure, cette opposition se targuait de dire que le président est en train de faire de la campagne, alors que le président, c'est le président de tous les Sénégalais. Au vu des enjeux de ces législatives de juillet,
Il y va de l'intérêt de l'opposition de s'activer, estime le politologue. C'est le moment de convaincre l'électorat sénégalais de la pertinence de voter pour l'opposition ou contre le pouvoir, ou pour le pouvoir ou contre le pouvoir. C'est un combat, c'est une guerre, c'est une bataille, et surtout que ces enjeux électoraux-là, que sont les élections législatives, seront véritablement une bataille. L'opposition confie par ailleurs être dans l'action et espère imposer au pouvoir la cohabitation. On a entendu par eux dire que leur tête de liste serait la première dame, Marème Faye, que ce soit Marème Faye Sall ou son mari de président Macky Sall, on va tous les battre. La cohabitation, je ne le pense pas. Ça, c'est un rêve, peut-être qu'ils sont en train de caresser. Mais... Pendant ce temps, le maire de Dakar est en train d'effectuer une tournée politique, ou en tout cas, il l'a bouclée à Saint-Louis. Chez la première dame, Marième Faye Sall, le maire de Dakar dit n'avoir pas peur de la suite des événements. Khalifa Sall affirme qu'il ne doute pas de l'issue victorieuse de son combat. La correspondance de Gambi Diagne. La tournée des 4 jours du maire de Dakar à Saint-Louis a connu son épilogue chez Marième Faye Sall, la première dame. Son cousin Alioune Badara Koulibaly a reçu Khalifa Sall. Ce dernier a finalement transformé la visite domiciliaire en meeting improvisé. C'est ça la différence d'avec les autres. On y va avec de la foi, on y va avec des convictions chevillées, mais on y va parce qu'aujourd'hui, on est mu par le même élan que Senghor au moment où il construisait. Donc, montagne parce qu'on ne doute pas. On ne doute pas. On ne doute pas. On s'interroge par contre, on échange par contre. Parce que désormais, c'est cette maison familiale de Marième Faye Sall qui est érigée siège du mouvement And Dolel Khalifa Sall, dirigé par Ibrahima Dieye sous le secrétariat général d'Alioune Badara Koulibaly, cousin de Marième Faye Sall, la première dame du Sénégal. Une situation qui n'est pas vue d'un bon œil par la fratrie, mais que l'intéressé dit normal. Alioune Badara Koulibaly avance n'être pas du tout dérangé par les critiques et remontrances de la part de certains membres de sa famille. Le manque d'alternance à la tête des partis politiques, une réalité au Sénégal. Certains leaders sont à la tête de leur formation politique depuis des décennies. Situation que déplore le journaliste Abdoulaye Mbow. Alioune Badara Diouf de l'AFP lave son leader à Rando. Il affirme que son expérience reste un atout et une source d'inspiration pour la jeunesse. Maïssé Mayakor Diouf de la COJER soutient quant à lui que la jeunesse est en droit de demander plus de considération, mais cela doit se faire en toute responsabilité. Un travail de Côte d'Ijaï. Au Sénégal, peu d'alternances sont notées à la tête des formations politiques. Une situation qui est souvent source de troubles internes au sein de ces partis. Ce jeune responsable de l'Alliance pour la République regrette. Les instances dirigeantes des partis quand même doivent davantage donner plus de considération, n'est-ce pas, aux jeunes. Le jeune ne doit pas tout simplement, on ne doit pas tout simplement lui réserver les tâches de massification, de combat de rue. Oui, effectivement, plus de responsabilisation, plus de reconnaissance pour les jeunes au niveau des instances, mais avec responsabilité. En tout cas, moi, je suis un adepte du fonctionnement des instances internes des partis politiques. Il y a un combat qui doit se mener au niveau des instances et les partis politiques doivent favoriser ce dialogue interne. Depuis sa création en 1999, l'AFP ne dispose que d'un seul chef. Ce responsable évoque l'expérience de Moustapha Niasse pour justifier cette longévité à la tête des progressistes. Au Sénégal, la politique se repose sur le socle aussi de nos traditions et de nos valeurs. Si je peux parler de l'AFP, je dis, est-ce que nous avons une démocratie interne? Ma réponse est oui. Parce que tous les débats à l'intérieur du parti, donc nous les menons en toute liberté et en toute responsabilité. Tous les responsables s'abreuvent de son expérience, de son vécu, et nous sommes en perpétuelle formation
donc à ses côtés. Le responsable de la COJER de Fatick salue les responsabilités confiées à la jeunesse sous le magistère du président Macky Sall, même s'il estime que cette dynamique doit être renforcée. Au niveau de l'APR, bon, voilà, les jeunes sont bien outillés. Et je rappelle que nous avons presque 6 à 7 jeunes directeurs généraux. Nous avons beaucoup de jeunes députés, donc on se réjouit de cela et on félicite par là le président Macky Sall, le président de l'APR. Mais effectivement, nous demandons davantage de responsabilisation politique surtout. Abdou Mbow joue un rôle très politique au niveau de l'APR et nous nous réjouissons de cet état de fait. Il y a beaucoup d'autres jeunes qui ont des responsabilités nationales. Le progressiste invite par ailleurs les jeunes militants à s'armer de patience car selon lui, l'alternance ne se décrète pas. Il y a des réalités, il y a aussi la trajectoire de nos leaders, de nos différents leaders au Sénégal. Je ne parle pas seulement de l'AFP, mais aussi de toutes les autres formations politiques. Nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes visions. Souvent, il y a des catégories de personnes ou des segments qui disent qu'il est l'heure de cette alternance. Je pense que l'alternance ne se décrète pas. De l'avis de ce journaliste, certains leaders considèrent leur formation politique comme des propriétés privées. L'alternance au niveau des partis politiques au Sénégal est un réel problème, un gros problème. Parce qu'il est très rare de voir ici au Sénégal un parti politique véritablement où lors d'un congrès, on voit le secrétaire général décider justement de quitter son fauteuil. Non, ils sont là, ils veulent rester là, ad vitam aeternam. À un moment donné, il faut savoir partir et savoir partir à temps, mais ils restent là. Le plus souvent pour des strampontins, il reste là pour des prébanes, il reste là pour des sénécures. Et justement, au matin, à la veille de chaque élection, il cherche une coalition. Et puis, au réveil, on se dit partage du gâteau. Depuis 1996, Ousmane Tanor Dieng caracole au sommet du Parti socialiste. Moustapha Niasse tient les rênes de l'AFP depuis sa création en 1999. Maître Abdoulaye Wade reste la constance du PDS depuis 1974, des situations qui poussent certains jeunes leaders à faire cavalier seul. La société Dakar Dem Dikk vient de signer un partenariat avec la Fédération des handicapés du Sénégal. Les personnes à mobilité réduite pourront désormais compter sur cette société pour leur insertion dans le milieu professionnel. Ces handicapés seront formés à être des receveurs dans les bus, une décision bien appréciée par les concernés. Voyons cela avec Ababakar Sadirtop. Des personnes handicapées viennent d'être recrutées comme receveurs par la Direction générale de Dakar Dem Dikk. Une discrimination positive selon la déclaration du DG, car ces personnes sont également partie intégrante de la population sénégalaise. Vous constaterez qu'un tiers de ces bus qui sont commandés, qui sont tous arrivés au Sénégal, sont équipés de rampes pour permettre l'accessibilité facile des handicapés et des personnes à mobilité réduite. Il était normal en matière d'emploi, qu'on pense également à ces 15% de la population du Sénégal qui vivent d'un handicap. C'est pourquoi, je l'ai dit depuis quasiment plus de 6-7 mois, que les personnes les premières à être recrutées au Sénégal, ce seront les personnes vivant d'handicap. L'Association des handicapés du Sénégal approuve une telle décision, car 15% de la population du pays sont des démunis. Nous avons un sentiment de satisfaction. Satisfaction parce que, comme nous l'avons rappelé, les personnes handicapées au Sénégal sont estimées à 15,5% de la population. Et nous avons toujours pensé qu'on ne peut pas développer le Sénégal en mettant entre parenthèses 15% de sa population. Par conséquent, nous avons toujours dit que dans les stratégies de développement, le handicap devait être inclus. Aujourd'hui, Dakar Dem Dikk vient de montrer la voie aux autres sociétés en intégrant les handicapés dans son personnel. Un geste fortement apprécié par ces derniers. Que reste-t-il de la teranga sénégalaise? Pour beaucoup, cette hospitalité légendaire tend à disparaître à cause de la conjoncture. Toutefois, ils déplorent cette situation. Selon eux, malgré les difficultés rencontrées au quotidien, les Sénégalais devraient continuer de perpétuer cette générosité et cette hospitalité qui font partie de l'identité du pays. Un reportage de notre stagiaire Adjara Ndiaye. Le mot teranga sonne comme un refrain au Sénégal. Cette hospitalité légendaire qui fait l'identité du pays tend aujourd'hui à être altérée. Une situation que nombre de Sénégalais déplorent. Là, au Sénégal,
on partage plus beaucoup de choses. Là maintenant, les familles, on n'habite plus dans des grandes maisons comme avant. Maintenant, c'est dans les appartements, papa, maman, les enfants. La teranga, c'est effectivement prendre conscience du devoir que tu as vis-à-vis de l'autre. Donc ce devoir, dès l'instant que tu en prends conscience et que ce devoir-là, tu l'exécutes, donc tu lui rends la monnaie. Selon ce sociologue, la teranga ne rime pas avec la mondialisation et que l'heure de sa disparition va bientôt sonner. Nous avons des contre-valeurs qui nous viennent d'autres horizons. C'est-à-dire cette ouverture amène aussi une autre problématique, celle de la cohabitation entre plusieurs valeurs. Et quelquefois, c'est des valeurs qui sont aux antipodes de celles traditionnelles qu'on a l'habitude de développer. Et donc ce conflit de valeurs a engendré effectivement un repli identitaire, non seulement au Sénégal, mais partout dans le monde. Toutefois, le Sénégal garde toujours cette identité car certaines personnes véhiculent jusqu'à présent cette coutume. C'est d'où l'analyse du sociologue. Le Sénégal développe encore des valeurs contrairement à d'autres pays qui se sont enfermés sur eux. Contrairement à d'autres sociétés, le Sénégal a encore ses valeurs surtout au niveau des zones rurales. L'hospitalité et la solidarité existent toujours dans les villages selon les personnes interpellées. Dans les grandes villes où le monde moderne impose ses contraintes, ces valeurs commencent à disparaître. Cependant, ces Sénégalais souhaitent vivement la pérennisation de ce qui constitue un des fondamentaux de la cohésion sociale dans notre pays, la teranga. Et c'est ce qui met en terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique. Dans un instant, le journal avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. Une initiative, une innovation, un concept. Caille débattre. Caille débattre, la compétition de débat interscolaire et interuniversitaire qui donne la parole aux jeunes de 16 lycées, 16 établissements supérieurs, 2 vainqueurs. Des débats de très haute facture sur des thèmes politiques, économiques, sociaux, culturels et j'en passe. Tout cela dans une ambiance explosive. Ce sera très bientôt. « 296 points. Pour vos annonces publicitaires, contactez notre service commercial. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans BBC Info. Voici les titres de cette édition. En Syrie, 13 000 personnes pendues dans une prison du régime selon Amnesty International. L'ONG dénonce un abattoir humain. Violents affrontements dans le nord du Kenya entre forces de l'ordre et éleveurs accusés d'avoir pénétré illégalement dans des réserves privées. Et puis l'artiste sud-africaine Thandiswa Mazwe sort un nouvel album. Il y rend hommage aux chansons écrites contre l'apartheid. Vous l'écouterez en fin d'édition. Pendaison et exécution de masse à la prison de Saïdnaya, un centre de détention au nord de la capitale syrienne Damas, est décrit comme un abattoir humain par Amnesty International. L'ONG des droits de l'homme affirme que jusqu'à 13 000 prisonniers y ont été exécutés entre 2011 et 2015. Son rapport est basé sur le témoignage d'anciens détenus et gardiens de la prison. Les précisions d'Anne-Marie Diaz-Borges. La guerre en Syrie dure depuis 5 ans et a fait près de 250 000 victimes.
Voici la prison de Saïd Naya, une prison secrète où, selon Amnesty International, des milliers de membres de l'opposition ont été incarcérés et exécutés. L'Organisation de défense des droits de l'homme affirme avoir rassemblé les preuves d'une politique d'extermination mise en place par des hauts responsables du gouvernement syrien. De 2011 à 2015, entre 20 et 50 prisonniers étaient sélectionnés 1 ou 2 fois par semaine. Ils étaient transférés vers une cellule au sous-sol d'un bâtiment de la prison de Saïd Naya et ils y étaient pendus. Le rapport de l'ONG se base sur les témoignages de 80 anciens détenus et gardiens de la prison. Entre 5 000 et 13 000 prisonniers auraient été pendus entre 2011 et 2015 et leurs corps auraient été enterrés dans des fosses communes situées dans des terrains militaires près de Damas. Pour Amnesty International, les atrocités commises à Saïd Naya constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Parmi les récits, celui d'un fermier emprisonné pour avoir participé à une manifestation pacifique. Lorsqu'ils nous apportaient à manger, c'était comme s'il y avait la guerre dans chaque cellule. Ils amenaient 1 ou 2 personnes pour les frapper. On entendait les bruits et notre sang se glaçait. On ne pouvait pas s'empêcher de trembler. Omar a aussi été incarcéré à Saïd Naya. Le voici avant son emprisonnement et après, il ne pesait plus que 35 kilos à sa sortie. Le gouvernement du président Assad avait déjà par le passé rejeté des accusations de mauvais traitement et d'exécution sommaire. Amnesty International annonce avoir contacté les autorités syriennes en janvier, mais n'a jusqu'à ce jour reçu aucune réponse. Nouvelle tension au Kenya à quelques mois seulement de la présidentielle. Dans le nord du pays, de violents affrontements ont eu lieu entre la police et des éleveurs. Ces derniers conduisent illégalement des milliers de bovins vers des réserves privées. Christophe Farah nous en dit plus. Dans les prairies au pied du mont Kenya, les fermiers se battent sans cesse pour garder le contrôle de leurs terres. La faune est massacrée et les auberges touristiques incendiées. Les bergers font paître leurs troupeaux de bétail sur des propriétés privées. C'est ici que les buffles et les éléphants venaient s'abreuver. Mais les bergers traditionnels de Pokot et de Samburu y ont amené leur bétail qui détruit tout sur leur passage. C'est à cause de la sécheresse, me dit-il, et c'est le seul endroit où il y a des pâturages pour nos vaches. Pour les fermiers, ce n'est pas la sécheresse qui est la source du problème, mais les politiciens qui les poussent à s'emparer des terres en échange de votes. Voici une auberge touristique incendiée par les bergers après le décès de l'un de leurs dans des affrontements avec les forces de sécurité. Et le pillage s'en est suivi. Les gens ont été instrumentalisés pour aller détruire des biens, la faune et les moyens de subsistance. La réalité, c'est qu'il n'y a pas assez de terre pour les hommes et pour le bétail. C'est un problème global qui ne concerne pas que le Kenya. La multiplication de pâturages détruit l'environnement. Les éléphants sont abattus, soit parce qu'ils menacent le bétail, ou alors pour leur ivoire. La police n'a pas assez de ressources pour faire face aux bergers qui se déplacent à la recherche de terres fraîches. Il est dangereux de les approcher. De temps en temps, ils font usage d'armes à feu. Tant que la loi et les droits fonciers ne seront pas rétablis, les bergers continueront leur marche avec son lot de violence. Le reste de l'actualité en bref et en images. Mutinerie des forces spéciales ivoiriennes. Il s'agit des forces basées à Diaké, dans le sud-est du pays, près de la frontière avec le Ghana. Les mutins réclament les mêmes avantages financiers accordés par le gouvernement aux soldats qui s'étaient mutinés à Bouaké en janvier. Ces derniers avaient paralysé plusieurs villes du pays pour réclamer le paiement de primes et l'augmentation de leurs soldes. Les pays du G5 Sahel se sont mis d'accord pour mettre en place une force conjointe antiterroriste dans la région.